imagine ton président, c'est un mytho comme Juan Laporta. Non, je rigole. Mais imagine quand même. Juan Laporta est de retour avec son mytho annuel, comme quoi le Paris Saint-Germain lui aurait vraiment proposé 250 millions d'euros pour acheter Lamine Yamal. Encore une fois, on rappelle la chronologie de cette histoire. D'abord, ils nous ont expliqué que le PSG avait fait cette offre lorsque Lamine Yamal avait 16 ans. Puis ça a changé, c'est devenu quand il avait 17 ans. Au départ, on nous parlait de 150 millions d'euros, puis c'est devenu 200 millions d'euros avant aujourd'hui de se stabiliser autour de 250 millions d'euros. 250 millions d'euros, je sais pas si vous vous rendez compte de la somme. Si vous avez juste 2 neurones, vous vous rendez compte qu'évidemment toute cette histoire est complètement bidon et qu'il radote cette histoire pour que ça fasse un lien avec Neymar qui a été acheté par le PSG à 222 millions d'euros, ce qui a mis le PSG dans la panade pendant 5 ans, parce que ça les Barcelonais ne veulent pas l'entendre quand on le raconte. Oui, le PSG a acheté Neymar, oui, le PSG a fait une folie pour acheter Neymar, mais le club l'a payé très cher. Acheter Lamine Yamal à 250 millions d'euros, c'est tout simplement impossible pour le Paris Saint-Germain. Ce n'est pas une question de volonté là, c'est tout simplement de l'ordre de l'impossible à cause du fair play financier. Mais surtout, dans cette affaire, le plus important, c'est que le PSG a démenti. Non, parce qu'encore une fois, j'ai l'impression que tout le monde l'a oublié. Juan Laporta se pavane absolument partout en Espagne pour raconter ce mensonge, mais surtout, il fait comme si le PSG n'avait jamais démenti. Alors que ça reste, selon moi, le point le plus important de toute cette histoire. Et le pire, c'est qu'aujourd'hui, il ment même sur les supporters du Barça. Il a vraiment honte de rien, c'est une dinguerie. Juan Laporta nous explique dans la plus grande des tranquillités que les gens l'ont traité de fou lorsqu'il a refusé cette offre du Paris Saint-Germain, une offre qu'il n'est toujours pas en mesure de prouver, puisque je rappelle, chaque fois qu'il y a une offre d'un club à un autre, même si la transaction ne va pas au bout, il y a toujours une trace que tu peux prouver, et donc que tu peux prouver que cette offre a bien eu lieu. Aujourd'hui, Juan Laporta est toujours dans l'incapacité d'apporter cette preuve, alors que je peux vous le garantir, il n'y a absolument aucun supporter du Barça qui l'a traité de fou ou qui était pour une vente de Lamine Yamal, même à 500 millions d'euros. Aucun Barcelonais ne voulait le voir partir au Paris Saint-Germain, tout simplement parce qu'ils étaient traumatisés de ce qui s'était passé avec Neymar. Et c'est donc sur ce traumatisme que Juan Laporta continue de jouer année après année. Pour rappel, dans pas longtemps, il y a les élections à la présidence du Barça, élections auxquelles Juan Laporta est évidemment de nouveau candidat à sa propre réélection. Et cette année, il a un véritable concurrent qui, depuis 2 ans maintenant, ne se prive pas de l'attaquer sur sa gestion du Barça, mais également et surtout sur tous les mensonges qu'il vocifère. Et donc, son plan, il est on ne peut plus simple, jouer sur l'émotion et la sympathie des supporters, en leur expliquant qu'ils auraient pu perdre Lamine Yamal en le voyant partir au PSG, mais que comme il a été un grand président solide sur les appuis, il a gardé Lamine Yamal, refusé l'argent du PSG, et aujourd'hui, le Barça a une grande équipe. Encore une fois, je le répète, mais imagine ton président, c'est Juan Laporta. Ah, pour certains, ils imaginent pas, c'est leur réalité, miskin. Enrique aurait décelé chez Lucas Chevalier une espèce de fragilité mentale, et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui il est devenu remplaçant. Depuis fin janvier, le gardien de l'équipe de France ne joue quasiment plus avec le Paris Saint-Germain. La cause de cette mise au banc serait une fragilité émotionnelle remarquée par l'entraîneur parisien, une fragilité dont l'ancien Lillois ne nous avait pas du tout habitués lorsqu'il évoluait du côté du LOSC, et qui se serait donc déclenchée au moment où ce dernier a signé au Paris Saint-Germain, tant il s'est fait attaquer sur les réseaux sociaux, ce qui le remplaçait un gardien qui était devenu quasiment intouchable au Paris Saint-Germain. Pour ma part, je reste persuadé que si ça n'avait pas été dit de façon officielle que Lucas Chevalier remplaçait Donnarumma, toute la haine qui s'est mangée sur les réseaux sociaux n'aurait jamais existé. Si par exemple le Paris Saint-Germain avait fait une transition beaucoup plus douce, en mettant par exemple Matvei Safonov titulaire, avec un Lucas Chevalier qui petit à petit dans la saison l'aurait remplacé dans la cage, toute cette situation ne serait jamais arrivée, mais malheureusement en affichant en grande pompe que Lucas Chevalier était le remplaçant de Gigio Donnarumma, eh bien le PSG lui a mis une cible dans le dos, une cible que visiblement le gardien n'a pas assumée. Certains supporters refusent de comprendre que c'est le profil de Lucas Chevalier qui est plus intéressant que celui de Donnarumma et que ce n'est pas une question de niveau. Eux sont restés donc complètement bloqués sur cette question de niveau et non pas de profil, et ne se sont donc absolument pas privés d'envoyer de la haine à Lucas Chevalier plutôt que de le soutenir, ce qui nous a amené à une situation aussi grotesque. En tout cas, et c'est pratiquement officiel, il ne devrait pas être appelé au mois de mars lors du rassemblement des Bleus, ce qui donc réduit considérablement ses chances d'aller à la prochaine Coupe du Monde, puisque s'il n'est pas sélectionné lors de l'avant-dernier rassemblement et qu'il ne joue plus du tout au Paris Saint-Germain, vu qu'il n'y a même plus la Coupe de France au PSG, et qu'il y a très peu de chances qu'il soit titulaire par exemple lors du prochain match de Ligue des Champions au Parc des Princes face à Monaco, vu qu'il n'a même pas été titulaire face au FC Metz qui était dernier de Ligue 1, il y a donc très peu de chances de le revoir dans la cage du Paris Saint-Germain cette saison, ce qui veut donc dire qu'on peut déjà quasiment hypothéquer qu'il peut faire une croix sur la Coupe du Monde, même si de ce qu'on nous explique, lui est persuadé qu'il peut inverser la tendance pendant la saison et qu'il peut reprendre sa place de titulaire dans la cage, alors que vu le climat tendu et extrêmement négatif à chaque fois qu'il joue, ainsi que le niveau qu'il a affiché, je vois absolument pas comment d'ici la fin de la saison ça pourrait être possible.
Seny Mayulu était censé prolonger rapidement avec le Paris Saint-Germain, sauf que malheureusement, les négociations sont aujourd'hui au point mort. La prolongation de contrat de la jeune pépite du PSG Seny Mayulu rencontre un obstacle venant du clan du joueur, visiblement trop gourmand financièrement au goût du club. Alors que l'international espoir français dispose d'une prolongation de contrat offerte jusqu'en juin 2030 par le club, son entourage estime que son salaire serait beaucoup trop bas, alors qu'on vous explique qu'au Paris Saint-Germain depuis quelques années, il y a désormais une grille salariale. Malheureusement, les prétentions du Titi parisien iraient largement au-delà de cette grille, et la situation décevrait énormément le Paris Saint-Germain qui ne s'attendait pas à une telle situation avec le joueur. Au niveau de l'intéressé, ce qu'on sait, c'est que lui ne veut absolument pas partir du Paris Saint-Germain. Il souhaite que cette prolongation se fasse le plus rapidement possible. Mais malheureusement, ça coince donc au niveau des personnes qui le représentent. Sachant donc que si la situation n'est pas réglée l'été prochain, le Paris Saint-Germain réfléchirait à une vente, puisqu'à moins d'un an de la fin de ce contrat et sachant qu'il commence à avoir une très belle valeur marchande, le Paris Saint-Germain ne le laissera pas arriver au bout de son contrat. Le Paris Saint-Germain vient tout juste de prolonger João Neves d'une année supplémentaire jusqu'en juin 2030. Willian Pacho a également prolongé. Lucas Beraldo est en instance de prolongation, tout comme Fabian Ruiz, et que les prolongations de contrat de Bradley Barcola et d'Ousmane Dembélé prennent énormément de temps et sont très compliquées. Le Paris Saint-Germain n'aurait pas vraiment envie de se rajouter un troisième dossier aussi compliqué. Désormais donc, la balle est dans le camp du joueur et Seny Mayulu ferait peut-être bien de rentrer un peu dans les négociations afin de se mettre rapidement d'accord avec le club pour ne pas créer une nouvelle situation épineuse qui ferait encore parler du club inutilement. Heureusement, depuis quelques années, le football est gangréné par des petites chippies. Depuis que la télé-réalité et le football se sont mélangés, absolument rien ne va chez certains. Et ce qui se passe autour de Luis Enrique le montre encore une fois. Lors de son habituelle conférence de presse d'avant-match face au FC Metz, Luis Enrique a été interrogé par la journaliste brésilienne qui est là à toutes les conférences de presse sur ce qu'il s'est passé entre Vinicius Junior et Prestiani lors du match Benfica-Real Madrid en Ligue des Champions. Et l'entraîneur espagnol a tout simplement balayé d'un revers d'une main la question, expliquant que ce qu'il avait à dire sur le sujet n'était pas quelque chose d'important. Ce que je peux dire sur ce sujet, c'est rien d'important. Ce qui veut donc dire, si on veut absolument analyser sa phrase, que ce que lui a à dire sur le sujet n'est pas important, et non pas que le racisme et le sujet en question n'est pas un sujet important. Que l'on soit déçu qu'il n'ait pas fait une longue tirade sur le racisme comme les autres entraîneurs, ça c'est une chose, et personnellement, je suis moi-même déçu qu'il n'ait pas saisi l'occasion, vu le nombre de joueurs noirs qui composent son équipe, et qui lui ont fait gagner sa dernière Ligue des Champions. Mais de là à vouloir changer le sens de sa phrase pour essayer de le mettre dans la sauce, encore une fois, ça prouve à quel point vous n'êtes que des petites chippies. Évidemment, et vous l'avez vu, aucun média traditionnel n'a tenté de faire une polémique sur la phrase, puisqu'on a tous très bien compris ce que Luis Enrique a expliqué. Mais malheureusement, comme je vous le disais en début de vidéo, il y a des petites chippies, des petites fouines, des sacrés macou, pour pas dire macumé, qui ont tenté de détourner les propos de Luis Enrique et de tenter de faire croire qu'il a voulu dire que le racisme n'était pas un sujet important. Ces personnes-là sont des personnes qui sont malades, qui sont accros à la dopamine, qui ont besoin de leur dose quotidienne de polémique, à cause d'avoir consommé beaucoup trop de télé-réalité dans leur vie et de kiffer les dramas. On a tous compris ce que voulait dire Luis Enrique et c'est la preuve encore une fois à quel point au Paris Saint-Germain, tout ce qui se passe est tout le temps déformé. Mais surtout, qu'est-ce que je plains les meufs de cette génération, parce qu'avoir des mecs qui ont des comportements comme ça doit vraiment pas être évident. J'ai Monaco, match retour des barrages de la Ligue des Champions. Un match qu'il ne faudra pas prendre à la légère les gars. Comme on l'a vu ce week-end, AS Monaco est venu mettre une remontada au RC Lens en l'espace de 10 minutes, venu remporter ce match face au RC Lens qui actuellement est en très grande forme. Bien sûr les gars, le Paris Saint-Germain, on s'est remis en confiance, on a repris la tête du championnat. Donc ça c'est très bien avant d'aborder un match comme celui-ci. C'est très bien les gars. Je rappelle le Paris Saint-Germain qui s'est imposé sur un magnifique score de 3-0 face à Metz et qui est repassé leader du championnat à l'issue de cette victoire. C'est magnifique les gars. Une autre stat qui est très positive pour nous le Paris Saint-Germain. Donc bien sûr c'est en Ligue 1 les gars, mais c'est quand même chez nous, c'est quand même au Parc des Princes. Paris Saint-Germain avec cette victoire face à Metz vient d'enchaîner 7 victoires consécutives à domicile. Donc oui les gars c'est énorme et il faut continuer comme ça parce que ça les gars c'est très bien pour la suite de la saison. Non, soyons focus sur ce match retour. Un match qu'il faut absolument gagner face à une équipe de Monaco qui va être déterminée pour gagner aussi. Donc là les gars, on est le Paris Saint-Germain, on est champion d'Europe. Forcément les gars, nous en tant que supporters, on a un peu de pression. Un barrage retour de la Ligue des Champions. Il faudra gagner, il faudra s'imposer. On est chez nous au Parc des Princes les gars. On est tous derrière nos joueurs, on est tous derrière vous les gars. Briller le Paris Saint-Germain dans toute l'Europe, remporter ce match qui serait synonyme de qualification pour les 8e de finale de la Ligue des Champions, soit face au FC Barcelone, soit face à Chelsea. On est ensemble, ici Paris et Parisien en rien. Incroyable les gars, l'arbitre de ce match retour entre le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco est désormais connu. Pour ceux qui ne le reconnaissent pas les gars, il s'agit de Istan Kovac, fameux et incroyable arbitre de cette grande finale de Ligue des Champions
entre le Paris Saint-Germain et l'Inter de Milan. Et ouais les gars, c'était bien lui. Donc oui, forcément, ça fait plaisir. Mais les gars, pas besoin de vous rappeler le scénario qui s'est passé lors de cette finale. Une très grande victoire du Paris Saint-Germain sur un score de 5-0 face à l'Inter de Milan. Et bah c'était lui l'arbitre les gars. Et ça fait plaisir de voir ça. Quand on parle de Istan Kovac les gars, c'est que des bons souvenirs. L'étoile, Munich 2025. Et oui les gars, c'était lui qui était présent. Alors bien sûr les gars, je vais toujours le répéter. Peu importe l'arbitre, peu importe qui est au sifflet, on doit jouer et on doit ramener cette victoire les gars. Parce que là, pour rappel, c'est un barrage retour de la Ligue des Champions. Pour une potentielle place en 8e de finale face au FC Barcelone ou face à Chelsea. Donc là les gars, il n'y a pas de choix. Il faut gagner, il faut gagner. Mais forcément, de voir cet arbitre-là les gars, c'est que des bons souvenirs. C'est fort Istan, on est ensemble. Ici Paris et Parisiens ont rien. Les gars, plus que 2 jours, la pression elle monte forcément. C'est un barrage retour de Ligue des Champions. C'est pas n'importe quel match. Donc on est tous derrière vous les gars. Ici Paris, en route pour écrire l'histoire. Voilà. C'est ça être un bon capitaine. On peut faire énormément de reproches à Kylian Mbappé, comme le fait que sur un terrain de football, c'est pas le meilleur joueur du monde, et ça c'est une certitude. Mais ce qu'on vient d'apprendre aujourd'hui prouve qu'il peut être un bon capitaine, voire un grand capitaine. Comme vous le savez sûrement, en équipe de France, les joueurs reçoivent des primes lorsqu'ils arrivent au rassemblement. Et justement, c'est les joueurs qui sont primés. Et Kylian Mbappé, lui, voudrait se battre et faire en sorte que les managers, que les intendants, que tous ceux qui travaillent autour de l'équipe de France aient une prime aussi. Ce qui serait donc normal, et Kylian Mbappé a 100% raison là-dessus. C'est ça aussi être un grand capitaine, c'est faire en sorte que les choses évoluent pas seulement sur le terrain, que les choses évoluent en dehors, comme il l'avait fait avec le président, comme il l'avait fait dans les campagnes publicitaires, dans plein de trucs. Il a œuvré dans beaucoup de choses positives, et ça franchement, on ne pourra jamais lui enlever. Là encore une fois, ce qu'il a fait, bah, c'est très bien. Il n'y a rien à reprocher là-dessus, il n'y a rien à redire. Kylian Mbappé sait être un bon capitaine, c'est faire les choses très bien. On aimerait qu'il soit aussi bon en dehors que sur le terrain, mais bon, c'est pas donné à tout le monde. Voilà, il peut pas allier les deux, il a choisi le hors terrain. Mais voilà, Kylian Mbappé a fait une bonne action, donc c'est très bien. C'est pas un 11 des légendes du PSG, c'est pas un 11 sentimental. C'est le meilleur 11 des joueurs que j'ai vu jouer au PSG. Pour commencer, au poste de gardien de but, ça me paraît évident, mais peut-être que pour certains, ça ne le sera pas. Je mets Gianluigi Donnarumma. Évidemment, il nous a ramené la première Ligue des Champions avec 6 mois phénoménal. Oui, son adaptation au PSG a été longue et compliquée, mais au final, il a remporté beaucoup de titres avec le Paris Saint-Germain et il a été prépondérant dans la victoire historique. Donc, il est gardien et il est dans mon 11. Pour le poste de latéral gauche, je pense qu'il n'y aura aucun débat puisque c'est Nuno Mendes. Est-ce que j'ai besoin d'expliquer? Non, donc on passe déjà au suivant. Pour les deux centraux, j'ai opté pour la paire Marquinhos, Thiago Silva. Thiago Silva, voilà, peut-être le plus grand défenseur de l'histoire du Paris Saint-Germain. En tout cas, dans mon cœur, il l'est. Il est le joueur qui m'a le plus impressionné au Paris Saint-Germain. Il a marqué des buts exceptionnels et surtout ultra importants pour le Paris Saint-Germain. Donc, Thiago Silva, c'était obligatoire. Pour Marquinhos, je peux comprendre qu'il y ait plus débat puisqu'il a fait des performances exceptionnelles, mais il a aussi des longs moments à vide, des longs passages où les gens l'ont critiqué et sûrement à juste titre. Marquinhos a aussi gagné la Ligue des Champions, donc évidemment ça compte. Donc, je mets Marquinhos. Pour le poste de latéral droit, pareil, ça me paraît assez évident, c'est Achraf Hakimi. Déjà, c'est sûrement l'un des plus grands joueurs africains de l'histoire. Voilà, peut-être que c'est fou de le dire, mais je le pense. Lui aussi a gagné la Ligue des Champions et je pense que vous l'aurez